Non, mais c'est des impôts, quoi. Ah, écoute, j'ai même pas regardé. Moi, si tu crois que je vais m'arrêter sur tout ce qu'on me donne. Mais non, pas sûr. C'est pas sûr. Ça y est. Non, mais sérieux. C'est au curé ou au pasteur, autrement c'est le facteur. C'est là qu'il y a le meilleur dialogue. Avec moi, tu peux te confesser là. Comment? T'as fait faire ton autoportrait? Ouais. Là, L'avantage, là, c'est qu'avec moi, tu peux te confesser, je dis rien, moi. J'ai le secret de fonction, tu vois. Alors ça, c'est bien, ça. Quand il est là. Mais ça, C'est ça, mais l'essentiel. ça, tu vois. Oui, quand il est là, mais c'est tellement rare. Ouais. C'est pour ça que je ferai un café. Ouais. C'est une exception de le voir. Je sais pas. Toujours en remplaçant. Ils me disent tous que je suis toujours en vacances. Mais bon. Non, mais c'est vrai, on part beaucoup, on aime bien voyager. Bah oui, Ouais. ça Mais bouge c'est beaucoup bien. en fait. Ouais. C'est là Ça va que être quand il arrive à sa retraite, qu'il arrive à comprendre comme il, lui, a mis le facteur dans la merde parce qu'il était à tout moment à l'assurance. En Bon, il a peur. vacances. En vacances. Ah ouais. Là, t'as peine tendinite. Mais je travaille Tendinite. avec Mais non, il faut faire un reportage. Quand on t'a mis ton... Depuis Collet-Bossy s'est développé, il faut dire que les Genevois, qui sont désormais donc les nouveaux seigneurs de Collet-Bossy, c'est-à-dire pas les seigneurs, mais c'est le canton dont on fait partie, ont fait beaucoup pour développer ce territoire. Il y a eu d'abord l'assèchement des marécages, c'était l'entreprise du général Dufour, par exemple. Il avait commencé à drainer tous ces pays, toute cette terre, et cette terre s'est révélée être une terre à blé excellente. C'est une terre très argileuse qui donne de magnifiques récoltes de blé. On a développé le système des routes, on a installé dans les années 30 la première école à Collet-Bossy. Tout cela était très difficile parce qu'on demandait quand même à la commune de participer au financement du régent, comme on disait, et puis la commune n'avait pas de quoi payer, et c'était tout un bal de régents très mauvais souvent, parce qu'ils devaient se contenter d'un salaire très petit. Et c'est peu à peu seulement qu'on a pu aussi construire un bâtiment qui était à la fois école, mairie et habitation du régent. C'est la maison qui se trouve actuellement au chemin des Chaumets, juste en contrebas de l'église, qui est aujourd'hui maison paroissiale, parce que la paroisse l'a rachetée à la commune, quand la commune a construit l'école qui se trouve maintenant à l'intersection de la route de Collet et de la route de Virlou. L'avènement de Carteret, donc avant Carteret, les filles et les garçons dans les campagnes n'étaient pas mélangés dans les écoles. Alors lui, quand il est arrivé, il a dit maintenant que les écoles sont mixtes. Alors les citoyens de Collet n'étaient pas d'accord. Ils ont fait une pétition, tout le monde a signé. Alors ils n'ont pas été d'accord non plus. Donc Carteret, donc à l'État, ils n'étaient pas d'accord. Il fallait mélanger les enfants, garçons et filles. Alors, Louis Gindre, puis qui était maire ou premier adjoint, il devait être premier adjoint à ce moment-là. Alors, les habitants de Collet étaient opposés à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, le maire, il voulait pas donc fermer les écoles. Mais mon grand-oncle, qui était premier adjoint, lui, il a été fermer les écoles. Il était député. Alors, il l'a révoqué de la magistrature, aussi bien à Collet qu'en ville. Et puis il a fait une nuit en prison à Genève parce qu'il était fermé les écoles sous prétexte, les habitants de Collet disaient que c'était contre la moralité, qu'il mélangeait les écoles, c'est pour ça qu'il ne voulait pas, contre la moralité.
mes premiers pas à l'école se sont passés ici, à quelques pas d'où nous nous trouvons, dans cette vieille école qui aujourd'hui appartient à la paroisse de Collet-Boissy, dans la classe de Madame Guillermin. J'ai un souvenir émouvant de cette dame Guillermin qui était une mère pour chacun de nous. Les petits ont commencé à 5 ans, 6 ans dans sa classe. Et au-dessus se trouvait la classe de Mademoiselle Cuisin. C'était une classe, mais 3 degrés, premier, deuxième et troisième degré. Et j'ai le souvenir de Mademoiselle Cuisin qui un jour nous dit, eh bien, si vous êtes sage ce matin, cet après-midi, je vous ferai du cinéma. Je vous ferai du cinéma. Qu'est-ce que ça voulait dire? On avait à peine connaissance de la signification du mot cinéma. Et l'après-midi, elle nous avait amené ce qu'on appelle aujourd'hui une caméra avec un drap. Et elle avait essayé de nous passer un film. Mais alors, en marche avant, en marche arrière, nous qui nous réjouissions, ça n'avait jamais marché. Comme plus tard, lorsque nous étions dans ce qui est aujourd'hui le collège de Collet, les classes de M. Guillermin, époux de Mme Guillermin, qui était notre maîtresse d'école enfantine, les 4e, 5e et 6e degrés se trouvaient dans cette école. Et là, tous les mercredis, si mes souvenirs sont bons, nous avions le privilège, nous les enfants du 1er, 2e et 3e degré, de nous rendre dans la classe de M. Guillermin pour écouter une émission de radio. C'était quelque chose de formidable pour l'époque. Comme professeur à l'école, je me rappelle, il s'appelait M. Duchou. C'était un petit, il devait faire tout juste 1m60, il était tout sec, tout nerveux. C'était un prof de musique qui était vraiment exceptionnel, mais il se laissait pas faire. Je me souviens qu'il y a eu il se bagarrait avec des copains, et puis le jeu, le bassin était rempli d'eau, et il y a eu une fois un copain qui l'avait carrément balancé dans la flotte. Alors c'était assez anecdotique parce que le prof qui va dans l'eau, c'était pas évident dans le bassin. Et puis on a eu aussi Fontana, on l'appelait Barbapou. Alors ça c'était un type qui était génial aussi. Et notre jeu favori c'était de distraire. Et puis on lui accrochait derrière sa moto. Au début il avait une moto, il n'avait pas la voiture. On lui accrochait des boîtes de conserve. Et puis bien souvent, quand il arrive à la gare Cornavin, c'est là que les gens lui disaient qu'il avait les boîtes de conserve attachées à la moto. Ah, c'était des bêtises comme ça, quoi. Souvenir d'école, eh bien les professeurs, il n'y en avait qu'un. Il y avait M. Guillermin, un maître de gym qui venait de temps en temps, qui nous regardait faire de la gym, qui n'était pas de la grosse gym. Et puis 2 fois par semaine, on avait la couture. On avait la couture par la maîtresse, Mademoiselle Cuisin. Eh bien, on a quand même appris à tricoter, à coudre. Quand on est sorti de l'école, on savait faire un ourlet, et puis coudre un bouton et tricoter des chaussettes. Et puis pour en venir à Fontana, c'était un prof qui était génial, il nous motivait, on allait ramasser les papiers dans la commune de Collet, à Bellevue, à Gentot, à Chambézy, à pied avec les petits chars. On vendait le papier et il avait réussi à l'époque, ce qui est exceptionnel dans les années 53, 54 par là, on avait réussi à faire 3 jours de course d'école au Tessin, c'était la première Suisse, et ça avait été un souvenir inoubliable aussi. Madame Guillermin était une institutrice merveilleuse. C'est elle qui nous avait, par exemple, enseigné comment les enfants naissaient, ce qui était révolutionnaire à l'époque, parce que personne ne parlait de ça. Et puis, on avait fait pousser du blé ça aussi, c'est un souvenir qui me revient. On avait fait pousser des graines de blé dans une cuvette qu'on voit sur la photo, là. Et ce blé avait germé, mais est-ce qu'il était arrivé à maturité? Alors ça, je ne m'en souviens pas du tout. Je me souviens très bien du jour de la photo. Moi, j'étais terriblement triste et fâchée ce jour-là parce que je n'avais pas une jolie robe. J'avais juste... ma maman m'avait dit d'enlever mon tablier. Toutes les filles portaient un tablier, les garçons aussi d'ailleurs. Mais plusieurs des petites filles avaient leur robe du dimanche, prête à l'école, et s'était changée juste avant que le photographe arrive.
quel crève-cœur quand j'y repense. Ensuite, je me souviens d'avoir été en 2e primaire chez mademoiselle Cousin, alors celle qui occupait le bâtiment central, d'un côté l'école enfantine, de l'autre côté les grands. Et mademoiselle Cousin était aussi une bonne institutrice. J'ai moins de souvenirs d'elle, probablement parce que j'y suis restée moins longtemps. Elle était apparentée à qui? À Silette Constantin, je crois. Il me semble que c'était sa tante. Et je me souviens d'une chose, ça me revient maintenant, je crois que c'était Silette Constantin qui avait eu la scarlatine. On avait fait des dessins pour elle. À l'époque, la scarlatine, c'était très grave. La maison, elle habitait Collet, assez proche de l'école. Il y avait je me souviens d'un grand drap blanc qui était tendu pour éviter la contagion. Est-ce qu'il était imbibé d'un produit quelconque? Mais enfin, on ne devait pas dépasser ce drap. Et on avait déposé nos dessins à l'entrée. On allait à l'école à pied, bien sûr. C'était assez loin. Je me demande combien de temps ça faisait. 1 kilomètre, 1,5 kilomètre peut-être. Mais bon, on ne courait pas grand risque puisqu'il n'y avait pas de circulation. Il fallait simplement partir à l'heure. L'école était à Collet. Il n'y avait pas d'école à Bossy. Et puis, on remontait pour midi, on repartait à 1h. Il y avait des vignes de chaque côté. Je ne crois pas qu'il y a encore des vignes, je crois qu'il y a plutôt des arbres fruitiers. Je ne suis pas tout à fait sûre. Mais les vignes, c'est aussi un bon souvenir parce que une fois les vendanges terminées, on pouvait les grappiller. Et la grappille, bon, c'était au fond l'occasion de manger du raisin à bon marché. L'école, alors, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs de fatigue. Parce qu'à 5 ans et demi, j'ai quand même commencé l'école. Et on est à un peu plus de 3 km de l'école. Il y avait l'école enfantine, c'est pas où elle est maintenant, c'est un peu plus loin. Et bien faire les 4 courses à pied, je vous assure que la fatigue, il y en avait. Il y en avait. Vous avez Haute-Vigousse, surtout l'hiver avec la neige. Des fois, on attendait l'après-midi qu'on ouvre les routes pour se retourner à la maison. Et puis ceux d'aujourd'hui qui aimeraient de la neige, c'est dommage qu'ils ne peuvent pas revoir le paysage dans les années 30. Et puis les congères, et puis qu'on passe les champs. Qu'au mois de mars, le cantonnier piochait encore des congères pour libérer la route. Et on ne peut presque pas le croire en 50 ans ou 60, la différence de température, d'évolution qu'il y a eu. Autrement aussi, en 39-41, j'ai fait 2 ans d'école secondaire à Versoix. Ça serait une continuation d'école primaire. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle école secondaire, comme aujourd'hui les cycles. Alors, en début 41 aussi, il y a eu un tas de neige et des congères. Plus pu aller en vélo non plus pendant 15 jours, 3 semaines, en tout cas plus de 2 semaines. J'allais à pied depuis la vieille bâtille à Versoix, à l'école. Et vous voyez, quand le monde était timide, j'ose quand même le dire, ma mère m'emballait le dîner, je le posais chez son copain, je revenais 4 km en arrière pour manger avec lui. Pas déjà en avoir fait 5,5 à 6 le matin, et puis l'après-midi, nous à l'école. En souvenir d'école, on avait une voisine qui s'appelait Émilie Maréchal, on l'appelait tous Tata Lily. Alors, notre jeu favori, c'était on jouait au ballon à côté de son jardin et on mettait volontairement le ballon de l'autre côté de sa clôture. Et avec les copains ou copines, on était 10 à aller chercher le ballon, mais ce qui nous intéressait, c'était ses fraises et puis ses abricots. Et après, forcément, qu'elle venait se plaindre à l'école, vers le maître, et puis on était punis, mais ça nous freinait pas, quoi. C'était notre jeu favori. Parce que Mimi, il était terrible à l'école. Il faut pas y mettre là-dessus. Hein. Il était terrible à l'école. Alors, il y a toujours quelque chose qui l'encrassait. Puis, quand le régent le mettait à la porte, il rentrait chez lui. Sa maman lui disait « Oh, t'as raison !» Elle lui donnait 100 sous. Bonne main, alors. Puis un jour, il lui a dit bah, « Tu prends la porte. » Qu'il lui dit. Mimi, il sort, décroche la porte, il met la porte dans le préau. Puis il est parti chez lui. Il n'a pas raconté ça, c'est drôle.
Il n'a pas osé. Il sonnait la cloche pour rentrer quand c'était l'heure, le matin et à midi. Pendant 4 ans, j'étais préposé à ça. C'est moi qui sonnais la cloche. Ouais, c'est marrant. Et puis dans la classe de première, deuxième et troisième, j'avais Madame Cousin. Je me rappelle, il me foutait dans le coin. Je le mettait dans le coin. Et puis dans le coin, il y a, parce que j'étais un gars un peu, comment il faut dire ça, assez turbulent. Et comme elle m'a eu là, dans le coin, il y avait une armoire. Il y avait une armoire. Puis une fois, elle est venue là, puis j'étais dans le coin, et puis j'ai pas pu faire autrement que de l'enfermer dans l'armoire. Alors, on rappelle, c'était marrant. Ouais. Par une fois, elle m'a couru après. Ça l'avait tellement embêté, évidemment, c'était pas loin. Elle m'a couru après, avec un bâton, jusqu'à la cuisine du château. Et non. C'était marrant. Ce qu'on peut dire qui est intéressant pour l'école, alors qui fait un contraste singulier avec aujourd'hui, c'est qu'on allait à l'école à pied. Et comme moi, tous mes frères, toute la famille, il y a les Baumgartner qui sont 800 mètres plus loin, tout pareil, les Mercier, enfin tout le monde, tous les habitants de Bossy, on descendait à l'école à pied. Il n'y avait même pas de vélo, c'était à pied, puis c'était la guerre, il n'y avait même pas de pneus pour les vélos, puis les gens n'avaient pas tellement de moyens pour s'acheter des vélos. Alors on faisait, pour nous ça faisait 8 km par jour à pied, j'entends pour des gamins à partir de 4 ans, puisque ma mère avait été toute heureuse de nous mettre à l'école quand on avait 4 ans, parce que ça lui permettait à 2 jumeaux d'évacuer les lieux. Et puis c'est ma tante qui était enseignante à ce moment-là, Madame Guillermin, pour les tout petits, celle qui nous a appris à lire. Mais comme on a appris à lire la première année, la deuxième année, on se barbait, parce qu'on avait dû faire des fois de suite la même chose. Alors l'école, évidemment, c'était la classe de 30-35 élèves. J'ai réuni la classe de Wojciechowski, qui était un des enseignants de mes dernières années à Collet. Eh bien, on était une classe de 35, donc sur les invités, bon, il y avait plusieurs décédés, hein, mais c'était des classes de 35. 3 degrés, 35 élèves. Des cancres de bonne qualité, puisqu'il y en a qui ont fini l'école de Collet à 15 ans. Donc, on ne peut pas dire que... Moi, j'ai eu la chance, après, avec mon frère, c'est d'aller à la Longerie, où ils nous ont un peu dégrossis, parce qu'autrement, on ne serait pas allé loin avec ce qu'on a fait à Collet. Si ce n'est on savait compter, etc., mais on n'avait pas le B1. Quand je pense après, on faisait de l'analyse grammaticale et tout ça à Collet, ils n'avaient pas le temps, et puis c'était beaucoup trop... L'enseignement, quand 3 degrés, quand il y a de grandes différences entre les élèves, c'était impossible pour eux. De l'école secondaire à Collet, à l'école secondaire, on allait à pied à Versoix. Et puis après, on a eu deux, trois vélos. 2-3 vélos, alors on les matraquait pas mal. Alors quand on rentrait à la maison, quand on remontait à la maison, le père il disait toujours « T'as qu'à te débrouiller pour leur mettre comme il faut le vélo, parce qu'autrement t'as qu'à aller à pied tout le temps. » À cette époque-là, c'était pas maintenant que les parents allaient se plaindre parce qu'ils tiraient l'oreille à un gamin. Quand on était... Non, ils mettait les doigts comme ça. Quand on était comme ça, ils nous foutaient un coup de règle sur les doigts. Et puis, quand on venait vers le père, puis si on lui disait qu'il nous avait foutu un coup de règle sur les doigts, eh ben, il a dit, puisque vous étiez comme ça, je vous en refous encore un, parce que vous avez être gentil avec le régent. Moi, il m'a jamais fait. On ne fait. bougeait pas, on ne les a pas bougés. Hein. On ne les a pas bougés. Oui, mais il n'a jamais fait parce que je bougeais pas. Enfin, non, mais j'ai toujours été docile, moi. Un coup de règle sur les doigts, là. Mais on ne venait pas se plaindre aux parents parce qu'ils nous en foutaient une derrière. Ouais, c'était la belle époque, ça. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé pour l'arithmétique? Mais moi, mon frère, il arrive mieux pour les calculs. Enfin, les calculs, est-ce que c'est des gros comptes?
plus que moi. Moi, il faut que je faire moins grand. Mais pour l'orthographe, alors moi, je suis meilleure que lui. Pour faire une lettre, alors moi, je peux bien faire, mais lui, moi... Je n'aime pas écrire, moi. Je sais bien écrire, Ouais, mais tu fais beaucoup de fautes. Ouais, bon. Ouais. Oh, on a passé des bons moments à l'école. J'ai au bi, j'ai au Coyu. Coyu. On faisait de l'échange avec les agates, avec les... Ah ouais. Collet, c'était... Quand j'étais à l'école, c'était 3 classes, avec 3 degrés. Après, il y a un moment où il y avait beaucoup de pensionnaires à Collet, des pensionnaires qui étaient placés par la Croix-Rouge. Il y avait 4 ou 5 familles qui avaient 6, 7, 8 pensionnaires. Et ces pensionnaires, ça avait pour effet de remplir les classes. Et puis après, il est arrivé la dénatalité qui a commencé à s'installer progressivement après la guerre. Et alors l'école a commencé à se vider sérieusement, à tel point qu'à un moment, il n'y avait plus de... Un moment, ils ont dû, pour ces pensionnaires, louer une classe supplémentaire dans l'ancienne école qui appartenait à la paroisse, que la paroisse avait rachetée. Et puis 5 ans plus tard, c'était l'inverse. Les pensionnaires, pour quelle raison, je ne sais pas, la Croix-Rouge plaçait plus d'enfants dans les familles. Alors il est arrivé à n'avoir plus que des enfants pour remplir 2 classes. Et c'était la grande inquiétude, parce que ça c'est la mort d'un village. Dès qu'une école fond, c'est pas bon. Et ensuite, ça s'est quand même stabilisé. Finalement, il y a pu y avoir 3 classes, jusqu'à la forte progression qui est venue plus tard, où un pavillon était construit. La 4e classe a été construite, oui, les années 75, par là autour. Et puis alors après, bon, quand on est arrivé à la mairie, les classes, il en fallait 1 par année, puisqu'on en a reconstruit sans arrêt, avant d'agrandir l'école. C'est vrai que si on nous avait dit en 1987, quand je suis arrivé à la mairie, vous aurez 8 classes à construire, 6 classes à construire, il y aurait peut-être eu des réflexions différentes quant à l'organisation. On voit maintenant, avec le restaurant scolaire qui a été prévu, on avait discuté de ça entre nous, on disait, à Collet, il n'y aura pas plus de 30 élèves par jour pour aller au restaurant, puis tout d'un coup, on se retrouve avec 48 élèves au restaurant, et ça va poser des problèmes. Donc on a déjà agrandi pour ça, pour avoir davantage de salles, mais ça va avoir des conséquences maintenant, d'autant que l'enseignement demande de plus en plus de locaux, de toute grandeur, de tout équipement aussi, puisqu'il y a aussi des équipements spécialisés. Je me souviens d'avoir fait une promenade d'école. Je crois qu'on est allé au parc des Eaux Vives. Comment on y est allé? En bus, ou bien est-ce que nous sommes descendus à Bellevue pour prendre le train? Il n'y avait pas de moyen de locomotion qui allait à Collet-Bossy. On avait le train qui allait... Il y avait un arrêt à Bellevue, juste avant Versoix. Et puis depuis là, eh bien, on montait à pied ou en vélo, c'était loin. D'ailleurs, j'avais reçu un vélo assez rapidement, précisément parce qu'il était quasiment indispensable pour se déplacer. Si on voulait aller rendre visite à des anciens voisins, à Genève ou même ailleurs, eh bien, il y avait peu de correspondance et puis le vélo était vraiment nécessaire. Mon frère était sur un petit siège sur le vélo de mon père et ma petite sœur était sur le porte-bagages arrière du vélo de ma maman. Mais on ne devait pas se déplacer bien souvent. Par contre, comme on entretenait un potager, mon père entretenait un jardin potager, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque, alors j'étais chargée en vélo d'aller chercher des plantons du côté de Bellevue chez un maraîcher. J'étais petite, j'avais, je sais pas, 8, 9 ans, mais bon, pas de problème. J'y allais et je revenais avec les plantons. Les transports de l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une voiture qui était par un cheval, une voiture, une espèce de landau jaune. Il y avait une porte derrière et puis on s'assoyait, on allait 4, 6 bien serrés, c'est tout. Et on allait jusqu'à Bellevue. On prenait le train à Bellevue pour Genève. Alors qu'au moment où on a commencé l'école,
Eh bien, moi, j'allais en vélo, enfin, comme tout le monde, on allait en vélo de Bossy à Bellevue. Là, il y avait un garage à vélo. Quand il pleuvait, on arrivait bien trempé, mais enfin, ça allait quand même. Et puis, on prenait le train pour aller à l'école en ville, à Genève. Et en général, les élèves de Collet montaient dîner. Mais à Bossy, on n'arrivait pas, parce qu'avec leur vélo, on avait trop peu de temps pour dîner. Alors, il fallait manger en ville. Ceux qui avaient des parents, ben, on mangeait chez eux. Alors, on partait le matin, on rentrait que le soir. Il faut reconnaître que c'est souvent les dames. C'était souvent les dames qui allaient à pied depuis ici, ou depuis Bossy, qui allaient à pied jusqu'à Bellevue. Parce qu'il y avait que le train à l'époque. Pendant la guerre, moi j'allais avec le vélo. J'avais une tante qui était concierge, mais elle n'était pas mariée. Alors je lui portais une petite bouteille de lait, je lui portais des œufs. Puis bon ben, puis moi j'ai dit s'il m'arrête sur la route, eh ben, je dis que je vais aider une tante qui vit toute seule. Alors j'ai porté 6 œufs, une petite bouteille de lait, un petit bout de lapin. On tue un lapin, mais je ne peux pas lui donner un lapin, il n'aurait pas mangé, il était trop gros. Je devais aller à Gourgas. Vous savez, Gourgas, c'était un hôpital pour les enfants. Puis j'en avais 3. Alors, j'avais qu'un vélo, et puis les gamins ne voulaient pas aller, et puis nous, d'abord, au début, on n'a pas eu les moyens d'acheter à chacun un vélo, parce que si on commençait à en acheter pour un, il fallait commencer 3. Pour que tous les toits, ils en aient un. Alors, je vais vous expliquer. Depuis Bossy, mon mari m'a mis une planche derrière, j'ai mis les 2 grands derrière et le petit devant dans un machin de plus petit enfant pour aller les vacciner, pour aller prendre le train à Bellevue. Je suis descendue avec mes 3 gamins et moi, 4, sur le vélo. Et remontée à pied, hein, parce qu'en remontant, je ne pouvais pas ramener mes 3 gamins. Puis ça quand même été, alors en montant, mes petits gamins, qu'est-ce qu'ils avaient, 7, 8, comme ils sont nés un en 40, l'autre en 41, l'autre en 42. Alors, ils étaient tous les qui suivaient. Eh bien, tout contents de monter à pied, ils se sont amusés, on est monté avec le temps, on n'est pas bousculé, et puis voilà. Et puis on n'avait que ça, que des et sans voiture, ni rien, que un vélo, mon mari un vélo, moi un vélo. Il y a eu le tram à Bellevue aussi, jusqu'à Versoix. Là, c'était aussi mais là, alors, ils allaient tout le temps en groupe, les dames, et puis ils allaient faire leur commission, et tout ça. Et alors... Quand j'allais travailler, j'ai dû m'acheter un vélo, parce que j'avais pas le moyen de locomotion autrement. Alors je faisais 4 fois la course, Collet, Versoix. Et l'hiver, on partait à 6 h du matin à pied, pour pouvoir arriver à l'heure à la fabrique pour travailler. On se passait le dîner, les parents ne nous donnaient même pas de sous pour s'acheter quelque chose. Et le soir, on remontait à pied, la même chose. On n'avait rien. Pas de voiture, rien du tout. Le premier bus, je m'en rappelle très bien, quand ils ont commencé à faire quand ils ont commencé à discuter de ça, évidemment c'était toute une histoire, tout le monde était pour, hein. C'était parce que comme il n'y avait absolument rien, chaque fois qu'on voulait aller quelque part, ah ben, si on va aller en ville,
il fallait prendre le train, Tuileries ou soit à Bellevue, soit aux Tuileries. Et puis si on loupait le dernier train, à minuit 9, eh bien il fallait à pied, pour rentrer à pied, ce qui arrivait souvent. Alors, quand ils ont commencé à mettre le bus là, c'était formidable. Parce que, ouais, non, on a fait la première tournée. Quand on a introduit ça, on a fait la première tournée, tu te rappelles, on avait fait le tour. Avec le bus, c'était bien. Premier bus. Alors moi j'étais grandement intéressé puisque j'étais écolier comme deux de mes frères à l'époque, on allait à l'école en ville. J'avais un frère à l'Uni, j'avais un frère à l'école mécanique et puis moi j'étais à l'école de commerce, que j'avais commencé une année avant. Alors nous on prenait le train à Bellevue, on faisait des courses à vélo. Et puis le père Outing, qu'on appelait comme ça, le papa Outing, facteur à Collet, avait un service de poste qui descendait avec une grosse Chrysler à l'ancienne. Là, il allait à la gare de Bellevue pour chercher la poste et puis il conduisait quelques personnes, mais c'était vraiment très peu utilisé. Alors à ce moment-là, ma mère, avec l'Union des paysannes, s'était battue pour obtenir un transport public. Et, elle avait dû le faire beaucoup contre l'avis du maire qui pendant longtemps avait traîné les pieds, fait tout ce qu'il pouvait pour pas que ça aboutisse. Puis finalement, à force de volonté et d'insistance, ils ont obtenu d'avoir cette ligne Z à l'essai. Qui est exploitée donc par Tinguely, par les bus Tinguely. Et ça, c'était la CGT qui a repris au bout de quelques années, quand ils ont vu que ça marchait bien. Alors à ce moment-là, on avait le service Genève-Collet-Bossy. Ça a commencé par faire 3 ou 4 fois par jour. Puis après, on a doublé les services, quoi. Parce qu'il y avait très peu de voitures dans la commune. Il n'y avait qu'une ou 2 voitures. Des véhicules anciens, on pouvait tout juste se tenir debout, on tapait la tête au plafond, qui était encore partiellement en bois, c'était vraiment des vieux trucs, mais ça a démontré très rapidement que ça répondait à un besoin, qu'avec l'itinéraire qu'ils avaient choisi d'établir par Prony-Chambézy, ça permettait d'avoir une ligne où on collectait quand même le plus possible de gens. Il n'y avait pas 1000 courses par jour, il y en avait 4 à ce moment-là. Une le matin, retour à midi, redépart au début d'après-midi, et puis retour le soir. Puis après, ben, ils en ont rajouté un tout petit peu le soir. Quand on rentrait à midi, parce que nous, on rentrait à midi depuis qu'on a eu le bus, alors c'était vite vu, on arrivait à Bossy, on avait 20 minutes entre le temps de marcher depuis Bossy à la maison, 5 minutes, dîner puis repartir pour... c'était 20-25 minutes, après on repartait avec le bus. Seulement on préférait ça que de rester en ville à attendre. Puis ça a permis alors justement de commencer à des personnes d'avoir des emplois en ville, parce qu'elles hésitaient peut-être, certaines personnes, avant d'avoir un emploi. Parce que c'était trop pénible, trop compliqué. Après, ça s'est commencé à se développer. Et puis, avec le devenir que l'on sait, et maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces transports publics se développent sur la France de façon à avoir un bassin de clientèle encore plus grand, puis qu'ils augmentent encore les cadences. On en parlait l'autre soir, justement, avec les représentants des TPG. C'est d'arriver à avoir une cadence au quart d'heure, aux heures d'affluence, quoi. Puisque malheureusement, le département de l'instruction publique veut diriger les enfants du CO à Sécheron, donc il n'y aura plus de demande sur Versoix. Alors je dis plutôt que développer une ligne sur Versoix où il y aura très très peu de demandes, pour nous en tout cas, ça serait d'améliorer celle qui va sur Genève, puisque le choix apparemment est fait. Mais je sais que c'est encore pas acquis, il faudra qu'ils se battent encore un moment pour y arriver, mais c'est en tapant sur le clou qu'on arrive à obtenir. Il y avait, je crois, une voiture dans tout le village. Je me souviens d'une voiture. Et je me souviens aussi du camion épicerie. Il y avait une épicerie à Collet, mais il y avait surtout un camion épicerie qui venait une fois par semaine et qu'on attendait avec impatience parce que l'épicier nous donnait des bonbons. La distribution a d'ailleurs complètement cessé le jour. Pour moi, j'associe la déclaration de la guerre quand il a cessé de nous offrir des bonbons lors des commandes
d'épicerie. Un commerce à Collet-Bossy, Monsieur Boissard. Un commerce qu'on trouvera plus jamais. C'est une petite épicerie où on trouvait tout. On ouvrait la porte, ça faisait déjà pouc, ça sonnait tout. Et bien il y avait les fouets pour les chevaux. Il y avait les paniers à veau. C'est ce que c'est qu'un panier à veau. Il avait tout. Après venait Madame Boissard pour nous servir. Elle avait reçu de la laine. Écoute, elle nous montrait, elle avait reçu de la laine. Tout ce qu'on voulait, on achetait la laine chez elle. On faisait de la couture, on voulait un peu de soie. Elle avait de la soie. Elle avait tout ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? On demandait 2 kilos de sucre. Il puisait dans son sac et il pesait les 2 kilos de sucre. 1 kilo de sel, la même chose. Ils avaient beaucoup plus de travail que maintenant. Ils avaient du fromage, ils avaient des cigarettes, et puis encore des timbres jaunes qu'elle devait calculer. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Je ne sais plus, je ne peux pas vous dire quoi. Alors, pendant la guerre, justement, elle avait encore un petit peu de laine. Alors, de temps en temps, elle me téléphonait, elle me dit, tu sais, j'ai retrouvé un ballot de laine, descends. Alors, je descendais avec mon vélo, et puis j'entendais M. Boissard qui était en bas, puis qui criait, Adélaïde, Irène est là, fais-lui du thé. Alors, il me donnait un bon paquet de biscuits qu'ils avaient reçus, et puis on allait boire le thé les deux. J'en ai fait des montées dans cette épicerie. Les gens n'avaient pas de voiture. Aller en ville, c'était un gros trajet. Il n'y a pas de voiture. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il y en a des paysans qui allaient acheter, par exemple, le sel pour le boulanger. Bon, alors ils faisaient un char. Puis ils allaient acheter 2 ou 3 tonnes de sel pour le boulanger. Mais c'était tout à fait local. Vous voyez? Alors, le magasin, quand ils ont construit le bus, ils ont fait mettre le bus. Il y en a qui nous ont dit, votre magasin c'est foutu, les gens ils iront en ville. Bien sûr qu'il y a eu de la concurrence de la ville, mais ça ne nous a pas gênés outre mesure, parce que ça nous a obligés à tenir des produits qui ne se vendaient pas en campagne. On a commencé à tenir les légumes, parce que les gens ne faisaient plus de jardin. Salut Irène, comment tu vas? Oui, la forme est bonne? Ouais, bon. Alors voilà, ça va comme tu veux? Oui, ça va. Dur, voilà. Ici c'était un ancien restaurant, hein. Comment ça s'appelait? Café au bon vin, non? Bon vin, oui. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Tu ne peux pas me prendre cette marmite puis me la mettre là parce qu'elle est lourde. Ok. Tu serais gentil. Elle est là. Voilà. Vous buvez le thé? Je te pose ça là. Merci Ok. beaucoup. T'as rien à aller chercher au fond? Non, au frigo, Ouais. dans le congélateur, un pain. Un pain. Le Ok. congélateur Bahut. Congélateur Bahut. Oui, j'avais mon café, puis qu'on avait les militaires qui venaient manger là. Et puis alors, après la guerre, tout d'un coup, c'était fini. Alors, on a repris la restauration. On a fait l'élevage de poulets. À ce moment-là, c'était du luxe, les poulets. Il n'y en avait pas dans tous les coins de rue qui rôtissaient. Et on avait beaucoup de succès. Mon papa faisait un grand jardin. Alors, on servait
du poulet tout frais qu'on avait plumé nous-mêmes, ce qui était un gros travail, accompagné de légumes du jardin, plus de la tarte aux fruits, les fruits de nos vergers. Chez Sberen, c'est un café qui avait beaucoup de renommée le samedi et le dimanche. Parce que les gens venaient manger, venaient se promener, beaucoup prendre des 4 heures. C'était pas la clientèle à 20, vous voyez, c'était la clientèle. Ils sont restés longtemps la clientèle de l'apéritif, alors. Les 3 décis, comme on dit. Ah, ben, c'était la belle époque à Cole. Il y avait Sberen, là. Et puis, il y avait l'auberge des Bois, là, c'était formidable. C'était la famille Crispini, là, qui était pendant, je sais pas combien, 60 ans, combien? Plus même. Qui tenait là, c'était une bonne famille de cafetiers. Puis, il y avait là, le café des Marronniers, là, chez Besançon. Il y avait le café chez Angèle. Chez Angèle, là aussi. Crédel. Ouais, il y a beaucoup de bistrots à ce moment-là. Ouais, c'était la belle famille, là, alors, à ce moment-là. C'était le bon commerce, hein. Puis on allait aussi à la bâtie, mais la bâtie, c'était sur Versoix, c'était entre Collet et Versoix. C'était chez Ress. À Versoix, là aussi, là, il a tenu, je ne sais pas combien d'années, Ress. Là, c'était aussi un beau bistrot aussi. Puis on allait un peu plus haut, c'était aussi sur Versoix, c'était Vallotton. Alors Vallotton aussi, c'était des vieilles familles. Les Gravines, c'était des vieilles familles bistroquets, c'était comment ils s'appelaient Grisoni. Grisoni, c'était tous des vieux cafetiers à ce moment-là, tous. Ouais. On aurait bu 2 ballons de chaque bistrot, on arrivait à Bossy, on était noirs, hein. Ouais. Non, c'était la belle époque, moi je trouve. C'était la vie villageoise à cette époque. Aujourd'hui, on n'est même plus capable de faire la vogue, qui est la fête de la commune. Vous voyez, c'est une époque qui est révolue. On va en ville, on va ailleurs, on a les véhicules et tout. Mon époque, si on voulait faire un peu une fête, moi je sais qu'est-ce que c'est descendre à vélo à Genève et remonter à la Divonne en vélo, entrer à 4 h du matin, mais tout à vélo. Il n'y avait pas de voiture et on n'avait pas les moyens. Hein? Non, tout à vélo. Et le lendemain matin, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Le matin, c'était à l'époque, à 5 h, c'était au boulot, quoi. On avait une condition physique peut-être un peu supérieure qu'aujourd'hui, quoi. La vie moderne. Ouais. En allant avant le pont de la Versoix, si vous voyez où il y a environnement 2000 maintenant, et là, juste avant, il s'est monté un café, là, un nouveau café qui était assez spécial parce que le gars il était démolisseur de voitures. Alors il a monté ce café dans son atelier et puis il s'est dit, je vais faire le café qui était très bien, mais une tête impossible. Hein. Tête impossible. Une fois, il y en a qui rouspétaient parce que ça allait trop long pour être servi. Il a pris son revolver, il a tiré un coup de revolver dans la cheminée. Pour s'amuser, hein, les gars. Mais un très bon cuisinier, puis après il est mort aussi, ça s'est arrêté, ça s'est vendu. Ça a été un petit peu fini, ça. La vie associative, la réunion, le contact social, c'était la laiterie, où les paysans livraient leur lait 2 fois par jour, où les autres allaient acheter leur bidon de lait, on voyait défiler. C'était le point de rencontre numéro 1 de la commune. Ça parce qu'il y avait aussi des femmes qui allaient acheter leur lait, tandis que les bistrots, c'était surtout les hommes. Et il y avait à un moment 5 établissements publics à Collet. Et justement, à leur arrivée, la fin des années de guerre, là, c'est là qu'ont commencé à disparaître ces bistrots à grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'est arrivée la voiture. Il est arrivé la voiture, les gens commençaient à se déplacer, puis après avoir été enfermés par les contraintes de la guerre, c'était le bonheur d'avoir des activités à Versoix ou ailleurs, que ce soit même s'ils y allaient à vélo ou autrement. Les transports publics, ils sont arrivés en 52. Donc là, il y a eu une modification complète du comportement des gens et les établissements publics ont disparu les uns après les autres, à tel point qu'à un moment, le conseil, et c'est là qu'ils ont pris cette décision,
de dire il faut que la commune crée une auberge parce qu'autrement un jour elle va se retrouver sans plus aucun établissement public. Ce choix est partiellement vrai parce que finalement on voit que c'est pas l'auberge qui attire le plus les gens, mais il y a quand même des gens, ils savent que ça existe, ce commerce existe. Et pour finir, c'est quand même les grands magasins qui ont arrêté de livrer dans les communes, comme les camions Migros par exemple. Ils nous ont pas fait de concurrence si on veut, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui y allaient, et puis au bout de quelques années, ben, ils ont arrêté. Pour eux, c'était pas rentable. La vieille épicerie, c'était vraiment l'épicerie du village. Hein. Vous trouvez les boutons, vous trouvez le fil, vous trouvez le lait, vous trouvez les affaires agricoles, des corps poulets, vous trouvez tout ce qu'il fallait. Ça a été fermé, c'est resté longtemps sans magasin jusqu'à ce qu'on a rouvert à Coulet. Mais bon, c'est un petit magasin. C'est plus le magasin maintenant. C'était cette toute vieille épicerie que Madame Besançon a tenue. Et c'est elle qui était la secrétaire communale pendant très longtemps. Et pendant la guerre où elle distribuait toutes ses cartes de rationnement. On avait le magasin que ma femme a repris dans les années 52. C'était ma tante qui tenait ce magasin depuis les années 1900, vous voyez. Elle a tenu une cinquantaine d'années. Et c'était uniquement concentré sur le village. Elle travaillait bien, mais on vendait qu'au village. Mon oncle lui descendait de temps en temps un paquet en ville chez les vieux clients. Puis il y avait des gens qui venaient des fois en vacances ici, puis ils se servaient là, puis ils gardaient leur clientèle. Il y en a qui achetaient encore leur café ici. Puis ils descendaient une fois ou deux par semaine, avec sa hôte. Mais c'était pas... On ne peut pas dire qu'ils travaillaient avec la ville, pas. Par contre, le magasin, il travaillait bien avec le village. Parce que on vendait de tout. De tout, de tout, de tout. Et puis on avait développé un peu le service à domicile, nos livraisons. Vous voyez, il fallait travailler, s'adapter aux méthodes plus modernes. Mais bien sûr, vous achetiez des souliers pour 9-10 francs. Les chaussures, oui. Les tissus. Je pense acheter moi j'achetais des coupons pour 10-12 francs, ça faisait une robe. Mais la marchandise, oui, peut-être bien le café aromaté, le sucre. Mais c'était tellement progressivement qu'on s'y est bien habitué. Ben, je me rappelle, on vendait des cigarettes, 70 centimes le paquet de cigarettes de Virginie. Ça, alors je me rappelle bien. On vendait des cigarettes. La tranche de gâteau, 80 centimes. Après, on l'a mis à 1 franc. Il semblait qu'on volait le client. Les picholettes de blanche, c'est plus bien. Mais c'était très bon marché. Plus tard, c'est la fromagerie du petit fromage Chabichou, qui est une recette d'un producteur, mais qui venait de Ferney, là, M. Paccard, et qui a développé ça sur une recette familiale, et qui a construit, avec sa fille, qui a à ce moment-là repris son commerce, où il fabriquait une production intéressante de fromage de chèvre fait au lait de vache, quoi, mais qui était excellent. Le Chabichou, c'était vraiment une production très agréable. Mais malheureusement, ce qui a tué cette production, c'est qu'ils n'ont plus pu trouver de lait non pasteurisé. Et même quelquefois, on leur livrait du lait qui avait été trop chauffé, donc upérisé, et ils ne pouvaient pas travailler avec. Et puis aussi une question d'âge, quoi. La personne a renoncé. Ça, c'était une des petites activités spécifiques qu'il y a eu dans la commune. Parce qu'autrement, il y en a eu très peu. Bon, la voiture a entraîné derrière son cortège de carrossiers, parce qu'heureusement pour eux, c'est un métier où les gens travaillent tous les jours pour eux.
Alors il y avait plusieurs carrossiers, mais des petites unités, des petites... on dit des fois des bracaillons, mais parce qu'il y en a qui se mettaient dans un vieux garage ou dans un appentis de ferme. Mais il y en a un qui est un vrai professionnel, quoi, puisqu'il est d'ailleurs chargé de cours au Sepia. C'est Michel Giraud, par exemple, qui a développé alors lui une vraie carrosserie où il a la peinture au four, etc., quoi. Puis il travaille en association avec d'autres. Là, c'est la carrosserie fine. Il fait faire le gros travail quand il y a des grandes réparations à faire, il y fait faire un collègue qu'il a à Versoix. Mais autrement, on ne peut pas dire que Cholet soit riche en activités. Bon, il y a alors les gardes-frontières, bien sûr. Les gardes-frontières, ça a toujours représenté un certain nombre d'emplois. Maintenant, la Poste, qui n'est pas négligeable, et puis des enseignants, bien entendu, quoi, qui sont des employés d'État, ça représente maintenant, mais autrement, des activités sur place, il n'y en a plus beaucoup. Alors, ce que l'agriculture a perdu, on peut dire que ça a été compensé en partie par d'autres secteurs. Il y avait aussi à Richelieu un moulin. Depuis le Moyen-Âge, il y a un moulin à Richelieu qui appartenait également au seigneur directement, où on moulait du blé. Cela peut peut-être nous faire parler aussi des métiers qu'il y avait à Cholet-Bossy. À côté de l'agriculture, les gens pratiquaient évidemment aussi toutes sortes de métiers, des métiers habituels dont l'agriculture avait besoin. Donc on pouvait être boulanger, on pouvait être ferronnier, on pouvait être maréchal ferrant, on pouvait être tourneur, on pouvait être couturier, cordonnier, enfin tous les métiers dont la paysannerie avait besoin, et les gens étaient peut-être beaucoup de choses à la fois. Cholet a eu en tout temps un maréchal ferrant, qui n'est pas loin d'ici, et lorsqu'il a arrêté, on a dû aller jusqu'à Versoix. Mais beaucoup allaient déjà à Versoix, il avait un petit défaut, il ferrait très bien, mais il traînait. Paraît qu'il avait un chien, il y en a d'autres qui pourront vous dire, il s'occupait du chien, il s'en foutait du cheval, il fallait tout un matin pour faire un cheval. Je sais que beaucoup allaient à Versoix, parce qu'évidemment, le travail se faisait comme il doit se faire. On ferait 3-4 chevaux du même matin pour un maréchal ferrant. Alors on a de nouveau une forge après coup. On a eu un charron pendant quelques années, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de travail. On commençait déjà à avoir des chars métalliques, alors que le côté bois tombait. Ah oui, il y avait le forgeron à Cholet-Nidrose, là, qui forait les chevaux. La rue tout au début. La rue tout au début. Après, c'est Nidrose qui a repris pour faire les chevaux, faire les cercles de charrues, faire toute la charronnerie, comment on dit, pour faire la charronnerie. Charronnerie, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'était aussi des cas, ces gars, parce que si vous arrivez à quelle heure qu'il n'était pas plus tourné de travailler, ben vous attendez au lendemain matin. Bon, il y a toujours un ébéniste qui est là, Bangrel, Picrante, marchand de meubles. Les artisans, qui sont cassés une vitre, ils venaient un vitrier, mais ils venaient combien, 3-4 fois, 2 fois par année. Il criait, vitrier, ouais, vitrier. Il avait comment son... Pour pas dire là, pour mettre le verre, c'était des plaques. Il l'avait dans le dos, mais c'était en bois, avec des bretelles. Quoi, le cadre était en bois, mais les bretelles, ils étaient en cuir. En cuir, oui, en cuir. Ouais. Alors, quand on cassait une vitre, ben, on mettait du papier pour boucher la vitre, et puis quand il passait, ben, on devait mettre les carreaux. Il y avait un monsieur, je ne sais pas son nom, qui venait régulièrement avec une poussette, où on achetait les chemises d'homme. Au printemps, il avait les chapeaux de paille, il avait les salopettes avec des morceaux pour les raccommoder. Il venait, on l'attendait, il avait tout ce qu'il fallait. Il venait avec une grande poussette, il prenait le train jusqu'à Bellevue, puis il montait à pied. Cholet, Bossy, il faisait tout
Alors le matin, c'était un matin très tôt, et puis c'était encore un peu nuit, puis je descendais prendre le train à Bellevue avec mon vélo. Comme il pleuvait, j'avais un parapluie. Et tout d'un coup, juste avant d'arriver à la gare Bellevue, tout d'un coup, je tombe et je ne peux plus avancer. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'étais rentrée dans la poussette de ce gars qui venait nous vendre des chemises et des chapeaux et tout un fourbi. Alors bon, je ne me suis pas fait mal, je me suis dépêchée. Grand moment de prendre le train, un petit peu essuyé comme ça, puis j'ai séché dans le train. Mais quand il est arrivé à Bossy, c'était quand même 5 kilomètres, il a dit à ma maman, mais je ne sais pas s'il y en a... Tout d'un coup, je ne pouvais plus avancer, je montais, qui m'est rentré dedans. Alors le soir, elle a su que c'était moi. Ah ben, on avait assez de commerçants qui venaient là. On avait Gorin qui venait de Genève, il y avait Pleujoux, il y avait Guerbe de Versoix-Boucher, il y avait comme à l'autre qui venait de temps en temps aussi. Le boucher. Comment il s'appelait? Du Rafour. Du Rafour. Non, on n'a pas beaucoup connu. Pas connu, mais l'autre après, comment... Après, on avait 2 boulangers. Il y avait Marquard et puis Blazer. Un à Bellevue, un à Versoix. Non, il y avait beaucoup de... qui venaient nous livrer à la maison, hein. Non, pour ça, on n'a pas besoin de se déranger. On dépendait 3 fois par semaine. Ah ouais, on n'a pas besoin Moi, de... on avait Blase, on a toujours la maison Blase. Ah, on n'a pas besoin de se déranger, hein. Ah ouais. Ça, c'est de la vieille époque aussi, comme Marquard, Boulanger, Blazer, Pleujoux, Gorin. Ça, c'est des vieilles époques. Coopérative aussi, en grand. Oui, la coopérative, elle livrait aussi un peu, mais plus dans les grandes fermes que dans les petits, la coopérative. C'était tout à fait rural. C'était uniquement une commune paysanne, quoi, qui se développait pas. Alors quand mon fils a voulu faire une carrosserie ici, parce qu'il avait la possibilité, il y a eu beaucoup d'opposition. Déjà du maire qui n'était pas d'accord, il voulait que ce soit une commune résidentielle, vous voyez. Alors, et la peine, on a dû recourir pour avoir l'autorisation de faire une carrosserie. C'était son gagne-pain. Et puis pourquoi pas le faire ici, vu que le loyer n'était pas cher. Ici, il avait la possibilité de le faire dans les granges. Alors, il y avait beaucoup de difficultés à faire ça, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, quelques nouveaux venus, qui ne voulaient pas d'industrie ici, ils voulaient que la commune reste rurale, parce qu'ils voulaient que les gosses puissent continuer de jouer dans la rue, vous voyez. Ça ne jouait pas avec la circulation, alors ils ont commencé à vouloir faire le passage interdit pour le transit dans Alors ça fait pas simplement de bruit, ça, parce que le commerce, nous autres, on était touchés par le commerce, parce que les gens ne pouvaient plus venir acheter, les gens de passage qui venaient là. Alors c'était tout des freins au développement de la commune. Puis maintenant, ça s'est quand même agrandi depuis qu'on a fait les égouts. Alors on a pu construire plus de maisons, la population s'est agrandie, puis la commune va mieux, à mon avis, mieux qu'elle allait autrement, à cause des gens qui ne voulaient pas que ça se développe, qui voulaient que ça reste tout à fait comme une dortoir, vous voyez. Alors les commerces, tout ça, il n'y avait plus rien, quoi. À Caules, il y avait le maréchal Ferrand, qui était là, à Versoix, où on allait. Il y avait le charron, quand il fallait réparer une roue. Les roues, c'était en bois à cette époque. Il y avait un charron, qui est devenu un musée aujourd'hui, le musée des charrons à Versoix.
Ben là, on allait réparer les timons, les flèches, tout ce qui était à faire. Il y avait énormément d'artisans. C'était vraiment, avec tous les artisans, une belle ville, un beau village villageois. Tout le monde se connaissait, tout le monde se frayait, tout le monde se côtoyait. Il y avait une, comment on l'appelle, une vie, une activité. Aujourd'hui, vous passez un village, mais vous ne voyez plus personne. On dirait que moi je passe par Bossy, il n'y a plus personne, on dirait que c'est un village qui est mort. Hein? Enfin, ça a changé, quoi. On s'est battu pendant, enfin maintenant ça fait 16, je crois la première demande, il y avait une année que j'étais à l'Amérique quand on l'a formulé, pour avoir une petite zone artisanale, pour sauver nos petits artisans. Parce que dans nos petits artisans, il faut quand même citer les menuisiers, les ébénistes, ils sont plusieurs. Et puis, il y avait d'autres activités aussi qui maintenant disparaissent. Ben, par exemple, Crispini avec son commerce d'étain, il s'était inscrit pour cette zone artisanale. Et bien maintenant, son affaire va disparaître parce que son fils est allé s'établir ailleurs. Et ça, j'ai toujours regretté. Alors, il y en a qui disent, vous n'avez pas fait, vous ne nous avez pas défendu. Je dis, si, on s'est battu puisqu'on a proposé même 3 sites, on a fait une étude complète pour ça. Et puis, non, on a toujours échoué. La dernière fois, on avait une réponse favorable de principe du département. Et puis derrière, c'est une pétition du WWF qui a tout fait tomber. C'est dommage parce que, justement, c'est un village qui se vide de sa substance. Ça ne sera plus que le dortoir des gens, même si c'est un dortoir agréable, même si c'est vert, si les gens ont leur petit jardin qui peuvent faire leur petite raclette en plein air ou leur broche, ça reste quand même un peu unilatéral comme population. Il aurait fallu garder cet artisanat un peu. On avait une forge à Collet, bon, c'était lié au cheval. Il y avait une forge où Maréchal Ferrand, il ferait les chevaux. Après, c'est devenu une forge où il réparait les matériels agricoles. Puis ensuite, avec l'évolution qui a été telle, ben, ça a disparu aussi parce qu'il fallait une spécialisation trop grande, un outillage trop important pour pouvoir tenir dans un petit village comme ça. Il y a un ensemble de ce genre d'activités qui les uns après les autres se sont tues, quoi. Puis il faut dire aussi la revalorisation de la construction immobilière qui fait que partout où il y avait un petit dépôt avec un carrossier ou un ébéniste, eh bien on a préféré faire du logement. Quand je dis on, c'est les acquéreurs des surfaces, hein, c'est pas moi bien entendu. Alors vas-y, va dedans. Ah ouais. Alors, tu sais très bien que c'est le point mort, hein, maintenant. Ça, voilà. bon. Alors vas-y. Le frein, il est où? Ouais, là? ouais, mais... Ouais. Alors, quand c'est comme ça... Bon, alors, aujourd'hui, on est le 28 février, c'est ma dernière journée de travail. Donc, je prends ma retraite anticipée, hein, je fais quand même encore jeune, j'ai pas 65 ans. Et donc, on fait une journée un petit peu spéciale, on fait une distribution où on va un petit peu distribuer des biscuits, on a fait du café chaud et tout ça pour marquer un peu le coup et que les gens se rappellent un petit peu mon dernier passage. Alors voilà, ça me fait un petit peu bizarre d'arriver en fin de carrière, mais bon, c'est un choix et puis je serai très heureux, ça j'en suis sûr, mais j'irai quand même voir un petit peu tout le monde vu que j'habite la commune, donc je me coupe pas de tout et c'est avec plaisir que j'irai leur dire bonjour. Bon, il y a mon mari là qui est là. Il est réveillé? Oui, il est réveillé. Bon, on va voir. Bonjour. Adieu Yvon. Salut, comment vas-tu bien? C'est tôt. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça tous les jours? C'était une bonne idée ça. Tu veux que j'aille plus loin dans le village avec le tambour? Ça c'est mon contemporain. On peut pas aller au poste. On est de la même année. Oui, mais moi je ne fais pas la retraite. Mais lui il est un peu plus vieux que moi, c'est pour ça. Il est avant moi. Ah ouais. Voilà. Tu bois un café? Salut. Comment vas-tu? Oh. On peut t'offrir un café? Eh ben ouais, plaisir. Sucre, crème. Crème, tout ce qu'il faut, ouais. Il y a même de la prune. Eh, ça n'a jamais été aussi vite le courrier. T'as vu un peu? Encore une fois. Hey. Maintenant, alors, on prend votre café, on va lui servir le café là, puis on se tire.
On va lui servir un café, puis après on va continuer de l'autre côté. Parce qu'autrement, on va pas s'en sortir. On t'a réveillé là? C'est bien, c'est bien. Je suis désolé, mais c'est le dernier jour. Hein. C'est excellent. C'est qu'on fait. Je veux dire, y aller comme ça. Wally, tu restes. Wally. Mais tu prends pour toute la famille, on a encore tout plein. Mais toi de pas avoir faim. Prenez aussi un petit biscuit. Oui, merci. Bon, Irène, on fait pas long parce qu'on a... Vous voulez pas de thé? Non, on n'a pas le temps. Il fera plus long quand il sera là. Non, non, j'aimerais te trouver, mais là, on a vraiment pas le temps. Alors, voilà. Café en vitesse. Bonjour. En vitesse. Est-ce qu'on peut 2 minutes. On a 2 minutes. On a bien le dernier jour de travail. C'est Junior qui a dit ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Le premier et le dernier jour de travail. Ah, ça, c'est tous mes copains de la pétanque. La pétanque de Coleb aussi. Voilà, c'est l'Assemblée Générale. Attends, il y a qui cette semaine, là, Alors là, je suis à Zermatt, là. Présenté un grand footballeur, Jackie Faton. C'était une sommité du foot suisse, un des meilleurs attaquants qu'il y a eu chez nous. Jackie Faton, voilà, c'est vrai, hein, c'est sérieux. Jackie. Alors, tu vois, c'est beau comme ça. Ouais, et ben voilà. C'est vraiment magnifique. Merci. Ce qu'il y a de bien là, c'est qu'il y a pas mal de gens de la commune aussi. C'est vu qu'il y a la pétanque, c'est vrai qu'on pourra avoir un peu pas mal de monde de la commune qui participe à la vie des sociétés. C'est bien aussi. C'est sympa. C'est l'Assemblée Générale. Donc. Voilà, ça c'est mon frangin, ça. En principe, il a mauvais caractère. Aujourd'hui, il sourit, ouais, ça va bien. Allez. Voilà. Ça va? Ah, ça, c'est mon papa, il a... J'ai déjà servi. Non, il veut pas du chocolat. J'ai déjà servi des cafés de sud de France qui sont bon. arrivés ce matin. Il a 93 ans, mon papa. Il aura 94 à la fin de l'année. Qui est toi? Qui je suis, moi? Tu me reconnais pas? Mais la chienne non plus, elle l'a pas reconnue. Eh, oh. Tu m'as reconnu maintenant? Non. À la voix, tu me reconnais pas? Tu viens d'où, toi? Ah bah maintenant j'aurai plus de temps pour m'occuper des femmes mariées puisque je m'en occupais déjà avant, alors maintenant
ici. Madame Mange pas Faton, tes cheveux dans la mèche Madame dans Faton l'œil. qui est adjointe à la commune. Oui, parce que c'est sûr, c'est bien ma sûr. cocotte, c'est la seule qui peut se peut-être mettre permettre une étiquette. de dire tout ce qu'elle dit sur moi quand il y, C'est vrai. a la fête. Alors voilà. C'est vrai. Ouais. Oui. Mais c'est gentiment. Mais hein. c'est gentiment, mais Mais c'est oui. clair. Tu bois un café?